toutes, bonsoir à tous et franchement on est très ravis de vous retrouver pour la rentrée de Mon Désordre, un peu tard, c'est vrai, un peu retardé, mais c'est pour cause d'élection. En tout cas, on compte bien se rattraper. Alors, samedi soir, le samedi qui vient, à Flagey, il y aura ceci, regardez. Voilà, elle est belle cette statue, la 9e cérémonie des Golden Afro Artistic Awards en présence de la ministre de la Culture, s'il vous plaît, Elisabeth De Gries, fraîchement nommée. Un événement annuel maintenant qui est important tout de même, hein, on va en parler, pour la reconnaissance des artistes afro-descendants en Belgique. Mais pourquoi finalement une telle soirée et pourquoi surtout existe-t-elle encore et est-elle nécessaire? Qu'est-ce qu'elle révèle finalement comme souffrance et mépris peut-être accumulés? On va en parler. Comment ces artistes s'adaptent face au racisme, face à la menace des stéréotypes racistes ou à l'injonction de l'exemplarité. On va parler de tout ça et d'autres choses encore avec nos invités. Tout d'abord, Ayoko Mensah. Bonsoir Ayoko. Bonsoir David. On est ravis de vous voir. Moi j'ai mis experte culturelle, mais vous avez travaillé pour Beaux-Arts, Oui. Vous travaillez pour le musée européen, c'est ça? Tout à fait, la House of European History en tant que curatrice. D'accord. Et vous préparez une expo? Oui, une expo sur les héritages coloniaux européens qui sera pour 2026. Donc un sujet crucial et complexe. Mais c'est absolument passionnant. Ok, bah j'imagine. On sera à vos côtés en tout cas à ce moment-là. En face de vous, Nel Tsopo. Bonsoir Nel. Bonsoir. On est ravis de vous avoir. Vous connaissez ce lancement par cœur, j'imagine, le lancement du festival, puisque c'est le vôtre. Oui, ça fait 9 ans déjà. 9 ans, ouais. 9 ans qu'on travaille à cette visibilité, à cette inclusion d'artistes afro-descendants dans le paysage culturel et médiatique belge. Le mot inclusion est important. Vous êtes aussi rédacteur en chef de Bruckner Magazine. Bruckner Magazine, on va en parler. En face de vous, Pierre Theiss. Bonsoir Pierre. Bonsoir David. Alors, bonsoir. Ce festival n'a pas lieu chez vous, au Théâtre National de Bruxelles. C'était quoi, un problème de calendrier? C'est des problèmes de planning, mais il a eu lieu plusieurs fois. Hein. Plusieurs fois, sous la direction précédente et sous ma direction aussi. Tout à fait. D'accord. Exactement. Alors, au Théâtre National, il y a énormément d'acteurs, d'actrices. Ça tombe bien, on en a un sur le plateau, François Ebolé. Bonsoir François. Bonsoir David. Vous produisez d'ailleurs un peu partout, vous. Martyr, Public. On se produit où on nous ouvre les portes, donc voilà. On va voir si toutes les portes s'ouvrent, justement. Donc, voilà. Vous rentrez directement dans la thématique. Allez, on va commencer tout de même avec un extrait de Adam la nuit. Tout le monde connaît Adam la nuit, évidemment, autour de ce plateau. AA, hein, le clip s'appelle Nom du Père, c'est celui-là qu'on a choisi. C'est un des lauréats de l'an dernier, catégorie artiste émergent de l'année maintenant. Ouais. Je crois qu'il est parti. Hein. C'est une étoile. C'est une étoile. Allez, regardez un morceau du clip. Je fais ma part, je fais ma part. Ce soir j'ai mal, ce soir j'ai mal. Je suis comme Elsa, je suis comme Elsa. T'en vas pas, t'en vas pas. Ah ouais, je le savais. Il n'y a plus d'amour dans ce foyer. Je vole au-dessus des falaises. Oublié, je bois dans le carré. Voilà, Adam la nuit, je vous ai tous vu bouger pendant le magnéto. Tous. Pierre aussi, je vous ai vu bouger d'ailleurs, il n'y a pas de raison. Il était en concert le 11 octobre, quelqu'un l'a vu en concert? C'était bien? C'était magnifique. C'était botanique. Sold out en plus, au Botanique. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un espoir. Vous lancez vraiment aussi, c'est un peu un des objectifs de ce festival, enfin de cette cérémonie, pardon. Tout à fait, on a 2 objectifs principaux. L'un, c'est d'apporter reconnaissance à des artistes qui sont déjà accomplis, mais qui n'ont pas cette reconnaissance que la société leur doit. Ouais. Donc on essaye de faire le job. Ouais. D'autre part, il y a des artistes qui passent en dessous des radars, qui sont talentueux, émergents, comme AA, qu'on essaie de mettre en avant. Ouais. Et pourquoi ils passent en dessous des radars? Ayoko, votre avis?
Il passe en dessous des radars parce qu'il y a encore, j'allais dire, une attention peut-être, pas toujours à cette scène-là, la scène, on va dire, artistique afrodescendante, mais j'allais dire, c'est quand même maintenant une tendance, c'est-à-dire ces artistes sont tellement talentueux et je trouve apportent tellement d'innovation que finalement, j'allais dire, les institutions ou les acteurs qui ne prêtent pas attention à ces artistes, je trouve, sont de plus en plus marginaux. Et en fait, voilà. Et aujourd'hui, je trouve que les artistes afrodescendants, en fait, s'imposent par leur talent. Tout ça. Donc ça va dans le bon sens, on peut dire ça, même si le chemin est encore long, on va en parler. Je voudrais qu'on écoute une interview que vous avez faite justement de Adam, puisque vous êtes journaliste aussi, en tout cas c'est une chaîne YouTube sur Bruckner. Écoutez ce qu'il disait sur son regard sur la société, c'est intéressant. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été autant stressé. Le Golden Afro Artistic Award est décerné à AA. Ça m'a réconforté dans l'idée que j'étais sur la bonne voie. C'est le seul moyen que j'ai pour pouvoir parler aux personnes que j'aime et pour pouvoir leur raconter ce que nous sommes. Ça nous rappelle à chaque fois quand on le regarde de ce qu'on a accompli. Comment est-ce que je fais pour créer quelque chose qui va pouvoir être partagé et pouvoir, si ce n'est pas aider, en tout cas accompagner et envelopper les personnes qui ont pu ressentir des moments de solitude. Je peux pas comprendre pourquoi est-ce qu'on rejette une personne parce qu'elle se comporte différemment de ce qu'on attend d'un homme noir, de ce qu'on attend d'un homme tout simplement. J'ai eu envie de venger les femmes que j'ai observées toute ma vie. Quel est ton regard sur l'homme en fait? Mon environnement. Voilà, puis ça continue comme ça. Il faut aller sur le site, je crois, de bruckner.bo.com. Il dit plusieurs choses, Adam. Il dit pouvoir parler, raconter ce que nous sommes. Et moi, j'entends pouvoir se montrer, arriver à se montrer, sortir de l'invisibilité. Est-ce que c'est un combat quand on est artiste afrodescendant, François? C'est tellement un combat qu'à un certain moment, ça ne devient plus un combat. C'est-à-dire? Parce que la routine s'installe, on est tellement habitué au non, aux portes qui refus, vous voulez dire? Au refus, aux portes qui se ferment quand on est porteur d'un projet et on est obligé à compter que sur soi dans un premier temps. Je sais que les choses bougent et tout le monde, et on sait aussi que ça évolue. Que ça évolue. Alors donc on compte sur soi et on est obligé de croire à ce qu'on porte. Et nous devenons notre propre capital d'abord. On investit d'abord sur nous, sur le mental, avant d'aller explorer d'autres personnes, avant d'aller demander d'autres personnes. Ça veut dire, si j'ai bien compris, que ça n'est absolument pas facile du tout, même si on a vu aussi que les choses peuvent avancer. Est-ce que dans les institutions culturelles, les grandes institutions, comme on dit, comme le Théâtre National que vous dirigez, Pierre, est-ce qu'on est attentif? Est-ce qu'il y a suffisamment d'espace pour ce type de création? Bien sûr qu'on est attentif. Fabrice Murgia, mon prédécesseur, l'était aussi. Oui. Après, je vais vous répondre en toute humilité, je pense qu'on n'y est pas encore. Je veux dire, si vous... Alors là, on parle de l'artiste afrodescendant, mais si vous regardez le cosmopolitisme d'une ville comme Bruxelles, je veux dire, sa représentativité sur nos plateaux et dans nos équipes est à ce jour assez ridicule. Ouais. Je pense qu'il y a encore un travail fou à faire, mais les opérateurs culturels de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont très attentifs à ces questions-là, mais le chemin est long. Vous dites dans nos équipes, ça veut dire les gens qui travaillent aussi au national. Je dirais la majorité des équipes d'un théâtre comme le Théâtre National, c'est la blanchitude dominante, quoi. C'est certain. Vous avez été dans beaucoup de théâtres aussi, François, vous avez constaté ça dans les autres théâtres aussi, pour ne pas focaliser sur le Théâtre National, une espèce de blanchitude. Oui, la blanchitude est là et de plus en plus, il y a de l'espace qui est fait. On fait de l'espace à d'autres qui arrivent. Je pense que c'est aussi le cas du Théâtre National. Ça évolue petit à petit, mais lentement. Et je suis d'accord avec ce que dit Pierre. Et il faut un mouvement qui fasse accélérer les choses pour que cet équilibre-là se ressente un peu plus et pour gommer aussi un certain nombre de frustrations, parce que il y a beaucoup de frustrations aussi. Et pas seulement juste quand il y a une cérémonie comme les Golden dont on parle ce soir. Dans les autres disciplines, je pense aux arts plastiques par exemple, vous avez travaillé à Beaux-Arts, vous ressentez le même sentiment que dit Pierre? Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que les grandes institutions restent frileuses. Mais pourquoi? Je pense qu'il y a en fait souvent une sorte de peut-être peur par rapport à leur public habituel.
par rapport au public, il y a peut-être cette crainte que, on va dire, les publics de longue date et tout ça ne suivent pas, en fait, j'allais dire, ce mouvement vers une meilleure représentation artistique, en fait, des communautés. Moi, c'est ce que j'ai en tout cas ressenti, notamment à Beaux-Arts, entre autres. Ouais. Oui. Pourtant, le public se rajeunit quand même. On a l'impression quand même qu'avec les générations, les choses se lissent un peu, non, Nel? Mais je tiens quand même à signaler, à faire une remarque, c'est que cette diversité qu'on recherche n'est pas juste une question de couleur de peau. C'est vraiment une diversité culturelle. Ouais. C'est un enrichissement de la création artistique. Vous l'avez dit, Bruxelles est une ville cosmopolite, il y a des gens qui viennent de partout, mais on ne ressent pas ces énergies qui viennent d'ailleurs sur les plateaux. On ne ressent pas non plus sur les plateaux télévisés. Oui, dans les médias, bien sûr. On doit faire son mea culpa, bien sûr. Ouais. Voilà, donc c'est ces deux facteurs-là, c'est les institutions culturelles et les médias qui devraient jouer un rôle pour converger vers cette diversité voulue. Et ça choque un peu, ou disons, peut-être pas choqué, mais ça blesse, François? Oui, ça blesse. Je parlais tantôt de la frustration en disant on se bat depuis des années et les choses bougent très lentement. Je sais que vraiment des uns, des unes et des autres font beaucoup d'efforts parce qu'il y a une habitude qui s'est installée, qui a la peau très dure. Et comment faire à ce que le mouvement se fasse, comment faire à ce que cet équilibre se fasse en fait? Je pense que ça reste toute la question. Ouais. Et voilà, j'ai ici un directeur d'une institution qui fait un travail au Théâtre National. Et voilà, comme son prédécesseur, et c'est un travail qui évolue, ça prend du temps. Et voilà, je pense qu'il faut un coup d'accélérateur tout petit. Donc, voilà. Ouais. Je veux dire un mot affreux, Pierre Thaïs, le mot quota. C'est affreux ce mot, quelque part, je trouve. Et en même temps, parfois, c'est peut-être nécessaire. Est-ce on peut imaginer des quotas? Alors, je ne sais pas s'il faut arriver jusque-là, mais en tout cas, il faut exiger aujourd'hui une proactivité de la part des opérateurs culturels dans cette évolution. Je pense que nous, on doit aussi, en tant qu'homme blanc de plus de 50 ans, ça c'est un stigmatisme que j'assume pleinement. Je pense qu'on doit aussi... pas seul sur ce plateau. Voilà. Je pense qu'on doit aussi modifier notre regard, quoi. Et peut-être, en tout cas pour le milieu du théâtre, quitter cette espèce de norme eurocentré d'un théâtre qui ne parle peut-être pas aujourd'hui à tout le monde, quoi, et qui a aussi d'autres récits, d'autres formes qui sont notamment portés par les artistes issus de la diversité, qui méritent visibilité chez nous, évidemment. Ouais. Oui, allez-y, Aïko. Qui me semble important et que vous disiez qui est très juste, c'est-à-dire que aussi je pense que ce mouvement doit être porté à l'intérieur par des programmateurs, programmatrices, curateurs, curatrices afrodescendants et originaires en fait des communautés. Tant que effectivement, les institutions à l'intérieur n'ont pas cette expertise, cette expérience, parce que voilà, c'est aussi, il faut connaître en fait cette scène-là. Et les artistes sont parfois d'ailleurs méfiants aussi par rapport à certaines institutions. Ils n'ont pas envie d'être ni tokenisés ni instrumentalisés. Ouais. Donc il y a tout. Il y a un frein de leur part aussi. Exactement. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres aussi, je trouve, alternatives qui se font, où les artistes, en fait, préfèrent finalement des fois se produire sur d'autres scènes, dans des endroits où ils sont plus, j'allais dire, des safe spaces qui sont très intéressants. C'est pour ça que moi, j'aime bien toujours essayer de ne pas trop regarder le côté, entre guillemets, où effectivement, c'est vrai que c'est très dur et que ça ne bouge pas assez vite, mais en même temps, je trouve que la réactivité et ce qui se passe et la manière dont les artistes finalement arrivent à surmonter aussi et à créer d'autres dispositifs est très intéressant. Dans d'autres espaces aussi. Tout à fait. Mais du coup, c'est un autre renfermement. Moi, je pense à ce théâtre qui est près de la Porte de Namur, où il y a souvent des spectacles qui sont très bien, d'ailleurs, de la communauté afro-belge, si je puis dire. Quelque part, c'est un autre enfermement, ça, non? Tout à fait. Le thème de cette édition est Building Bridges. C'est construire des ponts. Ouais. Parce que nous sommes la résultante de ce que nous avons semé dans le passé. Donc, les afro-descendants, eux aussi, s'organisent. Le problème, c'est que si chacun reste enfermé dans son univers, il ne se passe rien. Ils ont besoin de cette visibilité des grandes institutions. Ils ont besoin. Quand nous faisons monter sur scène un artiste
émergent sur le théâtre national ou sur le Flagey, ça change tout dans son mindset, ça change tout dans son approche et ça change tout dans l'idée des autres artistes qui le regardent. On doit pouvoir créer de nouveaux rôles modèles, de nouveaux visages en fait. Et il faut pousser les institutions vraiment. Alors, pour rebondir sur ce que Nel dit, je pense que la déconstruction de nos maisons, la décolonisation de nos maisons, elle doit d'abord venir du plateau, donc portée par des gens qui sont capables de l'amener, mais aussi par rapport aux artistes, par exemple, pour ne citer qu'elle, Hendrik Sentella, Joël Sambi, qui sont associés au même titre qu'Anne-Cécile Van Dalem ou que le Raoul Collectif au Théâtre National. Je veux dire, j'arrive avec un projet, je pense, qui commence à déconstruire l'institution, mais je ne le fais pas tout seul. C'est grâce à Joël et à Hendrik qu'on avance davantage. Les passerelles se construisent à plusieurs, c'est ça que vous voulez dire. Il y a des passerelles aussi dans la création directement. Moi, je me souviens d'un spectacle de vous, je vous vois sourire parce que vous savez de quoi je veux parler. François Ebolé, c'était au Théâtre Le Public, ça remonte déjà, c'était avant le Covid. Ça remonte. Ça s'appelle Celui qui se moque du crocodile n'a pas traversé la rivière. Vous étiez au corps à corps, si je puis dire, avec Guy Tennyson. On va regarder un court extrait. Ok. Et de Sebesara. Je suis Ebolé, fils d'Ekwele. Ekwele, fils de Mongo. Mongo, fils de Boussa. Boussa, fils de Nkola. Nkola, fils d'Epo. Epo, fils de Bem. Bem, fils de Singhi. Singhi, fils de moi. Je suis né à Hasselt. Et son fils de Kouma. Et je suis donc flamand. Mais j'ai toujours habité en Wallonie. Je suis Guy Tennyson, le fils de Joseph Tennyson et Mia Spaas. Mon grand-père paternel s'appelait Léon Tennyson. Lui-même était le fils de Joseph Tennyson. Voilà, on a passé cet extrait parce que c'est là on est dans une passerelle, une rencontre quoi. C'était voulu ce spectacle, non? Oui, c'était voulu. C'est bien, ça fait plaisir. Ça fait du bien. Ça fait du bien de voir ces images parce que c'est le voyage, c'est le chemin que nous faisons vers l'autre, le chemin qu'il fait vers nous. Et c'est ça vraiment qui permet à ce que ces passerelles se créent. Et sinon, on va s'enfermer dans les communautés et on finira peut-être à arriver à affronter ces communautés-là, ce communautarisme-là. Pourtant, c'est pas le but. Et avec Guy Tennyson, c'était vraiment un croisement de regards sur qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons ensemble. Et à la fin, on dit c'est l'histoire de deux hommes qui cherchent une vérité qui les rassemble. En sachant que nous portons dans notre ADN, la trace de toutes les histoires de l'humanité. Et donc, Guy Tennyson est né en Europe et moi, je suis né au Cameroun, en Afrique. Donc, on se rencontre sur une scène et on interroge la vie. C'est plutôt super. Est-ce que les stéréotypes racistes sont encore très présents? Est-ce que vous les constatez dans votre travail, dans votre quotidien même? Parfois, mais je constate plutôt en fait non, en fait des stéréotypes vraiment, j'allais dire grossiers, voilà, racistes ont quand même de moins en moins, je pense, cours. Par contre, il y a, j'allais dire, un racisme beaucoup plus pernicieux, structurel et plus difficilement comme ça. C'est pas, voilà, ça va pas être une insulte raciste comme ça. C'est plus diffus, plus diffus. Exactement, beaucoup plus diffus et plus, j'allais dire, plus inconscient, qui est encore là. Et bien là, et qu'on peut sentir, qu'on peut ressentir, et notamment par rapport aussi à j'allais dire, l'idée qu'il y a des critères esthétiques. Et donc, il y a une sorte de hiérarchisation des esthétiques. Et c'est-à-dire, expliquez-nous. Mais c'est-à-dire que finalement, pour s'ouvrir aussi à ces créations qui viennent et qui ont des références culturelles autres, ça veut dire être capable aussi finalement de s'ouvrir à d'autres esthétiques.
Et ça, ce qui se fait pas il y a toujours. encore tout un travail. Vous le constatez aussi, j'imagine, Pierre. C'était toute la question du racisme systémique. Je veux dire, je dois le reconnaître, moi je ne le mesure pas, mais mes collègues qui sont par exemple afrodescendants, il y en a certains au national, le ressentent et nous le verbalisent de manière très claire aujourd'hui. Donc vous le dites à un moment donné, vous dites Pierre, là ça mais ne va ça pas. ne va pas. Et sur des choses peut-être infimes et pas visibles à mes yeux, mais qu'elles ressentent profondément. Ouais. Nel, vous constatez ça, ce racisme systémique? J'avoue que j'ai un peu les œillères face à ce type de racisme. Les œillères, ah oui, pourquoi? Non, pas face au racisme, on va dire, primaire, plutôt les stéréotypes et autres. C'est le racisme systémique qui me pose un vrai problème et qui n'est pas forcément... On disait tout à l'heure, ça avance, mais non, ça n'avance pas. On a le dernier rapport du CSA qui dit que la représentation des personnes afrodescendantes sur les médias est en recul. Donc ça n'avance pas. Est-ce que je me fais entre guillemets l'avocat du diable, quoique dans le domaine de la musique, j'ai l'impression que, parce que il y a beaucoup de musiciens aussi dans votre cérémonie, j'ai l'impression que ça avance un peu plus quand même, qu'on est plus loin, non? Ou je me trompe? C'est peut-être une question de génération aussi. Mais il y a quelque chose un phénomène qui est arrivé ces 20 dernières années, ça s'appelle les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux dictent quelque part la tendance. Mais si vous regardez les festivités de la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur la grande place de Bruxelles et observez la diversité, il n'y en a pas. Il y en a très peu. Et d'année en année, c'est toujours pareil. Pourtant, une fois de plus, au-delà de la diversité juste physique, de l'apparence, de la couleur de peau, il y a aussi des diversités purement artistiques. Comment expliquer qu'on n'ait pas, par exemple, de représentants d'artistes hip-hop alors que c'est l'une des musiques les plus écoutées dans le monde et à Bruxelles? Donc, quelque part, la jeunesse aussi, parce que c'est de ça qu'il s'agit, la jeunesse bruxelloise regarde ça et dit « c'est pour eux ça ». Ouais. Je voudrais qu'on dise un mot autour du concept de la charge raciale. C'est un concept qui a été développé par Douce Dibango, qui s'est inspiré de ce qu'on appelle la charge mentale par la dessinatrice Emma. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. En tout cas, c'est sous-titré Vertige d'un silence écrasant. Alors quand elle écoute, elle dit que notre couleur de peau nous renvoie, nous noirs, à l'autre, d'office à l'étranger. Depuis qu'on est toute petite en fait à l'école, ça nous renvoie à celui ou à celle qui n'est pas d'ici. C'est terrible quelque part ça d'entendre ça. Oui, c'est vrai. Donc il y a une charge qu'on porte toute sa vie. Oui, en tout cas, quand on est ici, quand on vit en Europe, oui, on a cette charge-là. Après, voilà, quand on est en Afrique, dans d'autres espaces, on s'aperçoit que, voilà, heureusement, en fait, cette charge peut disparaître. Bon, pour les métis, c'est un peu plus compliqué, parce que moi, je suis considérée comme noire ici, mais comme blanche en Afrique. Donc, voilà, c'est effectivement... Mais en tout cas, c'est une dimension, effectivement, de l'identité qui joue. Est-ce qu'on vous demande, parfois, par exemple, François, est-ce qu'on vous a demandé parfois de lisser, entre guillemets, votre accent, de parler comme un Français? Ben oui, ça c'est tout le temps. On dit, tu as un accent. J'ai beau essayer de parler comme tout le monde. Là, on dit, tu as un accent. Il faut ça fait rire votre voisin. Et on dit, ton accent là, c'est quelque chose. Il y a d'autres personnes qui disent, voilà, quand c'est ça qui est bien. Il y a d'autres personnes qui disent c'est ça qui est bien, cet accent-là, parce que c'est quelque chose qui apporte, qui raconte autre chose. C'est-à-dire que cet accent déjà raconte une histoire. Bien sûr. Non, mais ce que je retiens, c'est que oui, on vous a demandé de lisser votre accent. Oui, ça, je trouve ça terrible. Ça coûte de s'adapter, de tout le temps devoir s'adapter comme ça. Ça coûte psychologiquement, je veux dire. Mais c'est aussi triste d'être pris pour son accent. C'est-à-dire qu'en tant qu'acteur, on veut être pris parce qu'on veut jouer le rôle de médecin. On ne veut pas être pris parce que non, on voudrait un médecin un peu plus africain, donc on va prendre l'accent. Enfin, c'est un peu triste. Mais oui, ça coûte. Ça coûte de devoir s'adapter. Ça coûte de devoir à chaque fois prouver auprès des institutions que notre événement est de qualité. Ça coûte de devoir à chaque fois démontrer aux médias qu'ils ont intérêt à venir couvrir l'événement. Quand on a souvent une salve de refus, heureusement, sur BX1. On est à la maison et merci pour cette évolution, vraiment. Mais on a eu à recevoir des noms pour couvrir certains événements. Et quand on s'assoit le soir à la télévision et qu'on regarde le journal, on voit une chauve-souris dans une église à Denderle. On fait un reportage là-dessus. Enfin, pas que, mais bon, oui. Enfin, oui. Mais je comprends la frustration que vous devez ressentir. Mais c'est extrêmement frustrant de voir le niveau, l'échelle dans lequel on est placé. Extrêmement frustrant, bon. oui.
Et ça, c'est institutionnel, oui. Ouais. Vous l'avez compris, il y a encore du chemin, même s'il y a des bonnes volontés de part et d'autre, de la part de tout le monde. Je vais rappeler quelques petites choses. Tout d'abord, Ewa Rwanda, ça c'est... on est jeudi soir dans le cadre du Festival des Libertés au Théâtre National, donc l'histoire familiale de Dorcy Rugamba et du génocide rwandais. Il faut absolument voir ce spectacle. Bouleversant à un degré extrême, mais c'est formidable. Ouais, il y a encore des places? Oui, il y a encore des places. Ça va, retenez bien, donc demain soir, c'est au studio, je crois. Au studio. Au Théâtre National. Vous allez jouer bientôt aussi en or, c'est Harriet Topman, passeuse de l'ombre, un texte de Penda Diouf. Harriet Topman, qui est la femme qui a émancipé 300 esclaves, une femme qui a fait la guerre de sécession aux États-Unis, qui était l'une des premières militantes pour les droits des femmes aux États-Unis, mais qui reste invisibilisée en Europe. Tiens, on parlait d'invisibilisation. Ce sera au mois de mars, on en reparlera. Ça sera au mois ce sera du 14 au 25 janvier, on en reparlera 2025. Sans doute dans le courrier recommandé. L'expo, bien sûr, au musée. Oui, au musée de la Maison de l'Histoire Européenne, c'est pour 2026. 2026, on en reparlera aussi. C'est dans le parc Léopold. Le parc Léopold, dans le quartier européen. Et puis évidemment, les Golden, allez, dites-le vous-même. Les Golden Afro Artistic Awards. Voilà, et ça c'est la 9e édition. C'est à Flagey. Il y a encore des places, on peut aller comme ça ou pas? Il y a encore des places, il faut commander en ligne. 19h et en direct aussi sur BX1. Merci à tous les cas d'avoir participé à ces premiers Monts des Arts de la saison. Nous, on se retrouve dans 15 jours. On fait déjà une pause, c'est la Toussaint, mais on se retrouve dans 15 jours pour un autre Mont des Arts. Bonsoir. Bonsoir.